Notre invitée ce soir est Jeannie Le Pen. Bonsoir madame, merci d'être présent sur ce plateau de TV Liberté, accompagné du pasteur Jean-Pierre Blanchard, qui est le président, le responsable de l'action sociale et populaire de l'ASP. Madame, vous êtes ici parce que vous avez toujours mené les combats aux côtés du pasteur Jean-Pierre Blanchard, avec l'action sociale et populaire, allant dans la rue à la rencontre des sans-domicile fixe. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose d'essentiel, cette aide que vous apportez, caritative, charitable? Bien évidemment, c'est essentiel et ça m'est très cher. Parce que il faut dire que dès le départ, l'action a été présentée par un ami et un pasteur qui représente donc ce en quoi j'ai cru toujours le protestantisme. Pour moi, c'était d'abord avec l'armée du salut, le symbole des gens qui se penchaient sur les autres et par tous les temps. Je me souviens, petite fille, et tous, peut-être là, vous l'avez vu, l'armée du salut se tenait toujours dans les rues avec des gros chaudrons en plein hiver. C'était une image principale. Et donc, quand le pasteur m'a proposé de faire cette soupe à la gare Saint-Lazare, nous avons eu tout de suite l'accord du bureau, du front, évidemment. Jean-Marie était très favorable à ça. Et nous nous sommes mis surtout à faire cette soupe populaire qui a été, je crois, quand même la plus grande satisfaction. Parce que là, matériellement, on voyait des gens qui avaient le besoin de se réchauffer un moment et d'avoir un petit peu d'espoir. Et ça, c'est Jean-Pierre qui l'a mené, parce que son discours, ses paroles, sa bonhomie intelligente, ses questions, la connaissance qu'il a du terrain, puisque c'est un éducateur de formation, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui. Était très réconfortant. Mais moi, je parlais à des jeunes couples que je voyais venir le soir chercher un sac dans lequel nous mettions sardines, chocolat, pain, fromage, des choses qui se conservent, et une bonne soupe chaude. Et après, nous y avions ajouté le café. Et j'ai avisé un jour un jeune couple très, j'allais dire BCBG, j'allais dire bourgeois, mais en fait, c'est ça. Des gens avec leurs 2 petits-enfants. Je dis, mais que vous est-il arrivé? Comment se fait-il que vous veniez dîner le soir? Ça fait 3 fois que je vous vois. Et elle m'a dit, vous savez, on a fait des tranches, on a le loyer, ça. Nos enfants sont à l'école, ils sont bien élevés. Il nous manque, dans notre budget, un dîner, un repas par jour. Ce repas nous manque. Voilà. Alors, ce repas, on a calculé que si on le prenait dehors, nous bouclerions notre budget. C'était dit d'une façon tellement inéluctable, calme et comme un jeune comptable aurait pu écrire. Voilà, il avait fait son budget. Alors, ça, c'était une satisfaction. C'était grâce à Jean-Pierre, cette soupe populaire pendant des années. Aller à la rencontre de tous ces gens, c'est avant tout une histoire humaine. Vous rencontrez des gens très différents, des cabossés de la vie, si on peut dire comme ça. Et vous apprenez énormément aussi en allant à leur rencontre. Et je leur dois d'avoir réveillé une partie de ma conscience endormie, parce que quand on est petit, on est charitable. Moi, je donnais toujours une banane aux petits vieux et nos goûters, mais ça, c'est un instinct d'enfant. Mais en tant qu'adulte, j'oubliais dans le bien-être, j'oubliais un petit peu. Et on a, comme vous dites, dans la période justement où le Front National était, pardon de faire une toute petite émission politique, où le Front National était tellement taxé d'aller contre la population, nocive. Non, j'allais dire de manquer de bienveillance. Non, de xénophobie. De xénophobie, nous voyions dans les soupes, Jean-Pierre va me le confirmer, toutes sortes de nationalités, y compris des Arabes, des Serbes, encore maintenant, des gens de l'Est, des gens, des Africains. Il n'y en a plus maintenant. Je pense qu'eux se débrouillent, ils ont peut-être leur caisse, je ne sais pas. Et donc, on voyait des gens qui n'étaient pas, qui faisaient pas partie de cette petite coterie, j'allais dire, franco-française dans le besoin. Non, il y avait un peu de cela et beaucoup des autres. Et évidemment, jamais, Jean-Pierre m'a dit, on fait aucune différence, on se précipite avec le sac de... Même encore maintenant, où nous allons faire les maraudes, on se précipite avec les mêmes objets, les mêmes trousses de toilette, les mêmes petits cadeaux, vers tous ces gens qui sont groupés. Si les Parisiens savent ce que c'est, la rue Aubert, groupés devant les entrées de pharmacie qui sont souvent en creux, vous savez, sur des paillassons qui restent là la nuit, alors ils ont un tout petit peu d'isolement, d'isolation. Et nous avons le même comportement avec eux, et les gens de l'Est se sont multipliés, il y en a beaucoup en ce moment. On en voit sur toutes les grilles de métro, sur toutes les grilles de la rue de Rivoli, tu sais, le long de la rue de Rivoli, des arcades, sur la place du Palais Royal. Et voilà, c'est pour dire que vraiment, nous n'avons jamais fait aucune différence pour les races, les apparences, l'état misérable dans lequel on les trouve, souvent avinés et pas très, j'allais dire appétissants, pas très approchables facilement.
Et on s'assied près d'eux. On s'assied sur le trottoir et on parle avec eux. Et je crois que là, on fait aussi du très bon travail. Mais l'assaut populaire reste mon plus beau souvenir. Vous n'avez pas fait seulement cette action sociale et populaire avec le pasteur Blanchard, parce que vous aviez aussi lancé, il y a quelques années, on se souvient de cela, SOS Enfants d'Irak, qui a été une des premières organisations humanitaires à se rendre en Irak après la guerre. Oui, association minimale, enfin, pas étatique, indépendante, on voulait dire. Et nous avons commencé tout petit en 95, et là aussi, c'est malheureux, mais il faut mélanger toujours l'état d'esprit ou politique. Malheureusement, ça m'a fait plaisir de voir que ce public, soi-disant xénophobe, a immédiatement, mais dans 3 mois, nous avions, quand on est rentré d'Irak, écœuré, affolé, parce que l'embargo tuait, il avait déjà tué, ils en étaient à 700 000 enfants, faute de médicaments. On a créé cette association en 3 semaines, grâce à Jean-Pierre Lucin. Nous avons immédiatement fait un appel et en 3 mois, nous avons eu de quoi acheter 2 ambulances et 5 tonnes, je crois, au début de médicaments et une ambulance. C'était déjà extraordinaire. Et nous avons acheminé tout ça nous-mêmes. Il faut dire que c'est ça le mérite. C'est qu'on a crapahuté pendant une journée complète sur les 1000 km qui séparent Amman, où nous débarquions, les marchandises et tout, et Bagdad. Et c'était une épreuve terrible, il faut dire, dans une chaleur épouvantable et aucun moyen de se rafraîchir, évidemment, pas d'air conditionné, des vieux taxis rouillés, on devait attacher les paquets sur les toitures. Enfin, on a vécu une épopée passionnante et merveilleuse en même temps, parce que dans les hôpitaux, on voyait, nous ne faisions pas beaucoup d'associations. Peut-être ne peuvent-ils pas faire autrement, ils sont trop étatisés, trop importants. Ils déposaient les choses à la frontière et les Irakiens allaient les chercher. Nous allions jusque dans les hôpitaux et nous restions 6 à 7 jours pour avoir le temps de voir les médecins, pour faire des listes de besoins. Et comme ça, un hasard nous a fait sauver un enfant qui avait C'était la directrice d'une clinique qui avait mis son enfant à l'hôpital. Elle était donc elle-même médecin. Et elle a dit, ce médicament, on ne le trouve plus ici, on ne le trouve plus. C'était une entérite, c'était rien. Je lis ça dans Le Monde, dans l'avion, on lit ça dans Le Monde. Je me précipite en arrivant à Amman, en bas de l'hôtel où nous étions, et tout le monde le connaît, cet hôtel, l'Intercontinental. Il y avait une pharmacie. Je suis précipitée, j'ai dit, écoutez, pour une entérite de tel type, qu'est-ce qu'il faut acheter? Quel est le médicament qui pourrait sauver ça? Non, elle l'avait noté. Pour ce médicament que je ne trouve pas, mon enfant est en danger de mort. Et là, j'ai dit, oui, combien vous en voulez? J'ai cru que c'était un médicament d'un prix exorbitant, ou hors d'atteinte, ou pas répandu en Orient, en Moyen-Orient, je ne sais pas. J'ai dit, mais de quoi sauver un enfant tout de suite? Elle dit, bon, alors je donne 6 boîtes. Et j'ai sorti un billet banal qu'en France, on aurait dépensé pour aller faire un bon repas, seul, une personne seule. Et nous sommes arrivés, nous sommes précipités dans cette... Et nous avons, par exemple, là, sauvé cet enfant. Nous avons su qu'un mois après, on nous a dit qu'il était en parfait état, qu'il est sauvé, il était mourant. Et c'est en le lisant dans Le Monde, vous voyez, quand vous regardez l'Irak aujourd'hui, les souffrances des chrétiens que vous avez rencontrés, oui. Quel est votre sentiment? Maintenant, mais malheureusement, maintenant, c'est bien pire, puisqu'il ne s'agit pas de médicaments... Puisque maintenant, ils sont organisés maintenant, ils se sont réorganisés quand même, pour les hôpitaux ont des médicaments. Mais c'est le besoin immense de la population. Parce que j'ai vu dans les 50 à 60 à 80 morts par jour, que ce sont la plupart des gens, la plupart des fois, en tout cas pendant toutes les premières années, des groupes d'hommes qui faisaient qui avaient des files d'attente devant les commissariats, les casernes, les administrations pour avoir du travail, un peu de travail, n'importe quel travail, puisqu'ils n'étaient pas spécialisés, c'était pour subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est là que la bombe tombait. Et d'un coup, on voyait 50 familles. Moi, chaque fois qu'on me disait, il y a 50 hommes devant le commissariat, ils ont tous sauté. Je dis, mon Dieu, ça fait 50 familles qui ne le verront pas le soir, la paye. Et il va y avoir 50 fois une famille, combien d'enfants, je ne sais pas, mais j'ai multiplié. C'est horrible, ça, c'est horrible. C'est la population entière. Et puis alors maintenant, s'y ajoute les chrétiens d'Irak. Ça, c'est bouleversant.
Imaginez. Vous participez à toutes les manifestations de soutien à Katia Chirac? Sûr, oui, évidemment, bien sûr. Même si on ne le sait pas, ça n'a pas d'importance. Je crois qu'on m'a vu apparemment, on m'a vu apparaître à l'Opéra, à la grande manifestation, on m'a vu au Trocadéro aussi. Mais qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux dire de plus que les autres? Ils sont très bien, les gens qui font les manifestations. Monsieur Espada aussi est très très bien. Espada, il fait tout ce qu'il peut, il est bien. Donc, moi, symboliquement, au fond, la seule chose que je peux amener, c'est le nom qui, par bonheur, est un peu porteur. Le nom de mon mari qui me permet, c'est en cela que je trouve qu'une femme de président... oui, parce que justement, c'est là où on voulait en venir. C'est que finalement, en 1995, mais surtout en 2002, vous étiez en passe, possiblement, de devenir la première dame de France. Et donc, pour vous, c'est quelque chose de vraiment fondamental, toute l'aide caritative que vous auriez pu apporter. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez conçu? Oui, on m'avait posé la question, j'avais dit, écoutez, je n'y vois pas la marque d'un bonheur personnel. Je pense que ça aurait été le contraire d'un bonheur personnel. Parce que je suis quelqu'un de très simple, qui vit très naturellement, avec mes animaux, mon jardin, mes fleurs. Je suis bêtement une femme au foyer, finalement. J'aime les jolies choses, les gentils amis, lire des bons bouquins. Mais je n'ai pas de particulière tendance à exercer un pouvoir quelconque. Je ne veux pas de pouvoir, justement. Je bénéficie de celui qu'aurait eu mon mari. Là, j'aurais bénéficié. Bon, le rôle esthétique, je l'aurais tenu, je crois, aussi bien que n'importe quelle de ces dames, je crois. Mais esthétique, je parle de l'esthétique autour de moi. Moi, j'aurais été élégante, nette, c'est tout. Mais tout ce qui est esthétique, même moralement, même dans les gestes, même l'approche des gens importants, des dirigeants étrangers, tout ça, c'était faisable. Ça ne me passionnait pas, mais c'était faisable. Mais j'y ai vu la possibilité, enfin, peut-être une fois, et pourtant, je ne suis pas Sœur Teresa, j'aime le bonheur pour moi aussi, mais de faire quelque chose de bien pour la population, pour les gens, pour les malheureux, pour les enfants, les personnes âgées. J'en suis malade quand j'entends parler de gens seuls, mais seuls, pas, j'en parlais tout à l'heure avec le chauffeur, pas seuls parce que leurs enfants sont loin ou que leurs enfants sont morts, parce qu'il n'y a pas une personne qui va leur téléphoner pendant 3 mois pour leur demander comment elles vont. Seuls, c'est-à-dire ne sachant pas. Qui peut écouter un instant les pleurnicheries, j'allais dire, les larmes d'une vieille dame complètement coupée de tout, qui n'a plus aucun sens. C'est un combat que vous aimeriez mener maintenant? Oui, il faudrait que... Moi, j'ai presque envie de faire ça avec la ville de Paris, mais dites à chaque arrondissement, chaque quartier, quelqu'un se sente responsable d'une personne seule, par groupe, comme ça on pourrait arriver. Une personne est complètement seule, bon, on l'appelle 1 fois par semaine. On va l'avoir 1 fois par mois et c'est tout. Et chaque citoyen peut avoir un parrainage comme ça, avec une personne âgée. On ne peut pas laisser seul, surtout à notre époque où on dit qu'on va vieillir jamais. Je pense que j'aurais adoré réaliser ça. Quand vous regardez les premières dames de France qui se sont succédées, quel est le regard que vous portez en disant de Bernadette Chirac à Valérie Trierweiler, qui a failli, qui était une possible première dame ou qui l'a été, je ne sais pas, le débat fait rage. Quel est le regard que vous portez sur Bernadette Chirac? Sur Bernadette Chirac, parce que vous n'aimez pas les Chirac chez les Le Pen. Oui, c'est une femme correcte qui m'a beaucoup déçue parce que je l'avais écrit pour les enfants d'Irak, elle ne m'a pas répondu. Mais c'est une femme correcte, digne, qui a pas mal souffert aussi, qui a été éprouvée par la vie. On sait ses relations familiales, on sait tout ça. Digne, correcte, qui ne m'emballe pas parce qu'elle n'a pas toute la douceur qu'une femme doit avoir. Mais elle a été secouée un petit peu par la vie. Carla Bruni-Sarkozy. Correct, une femme charmante qui a tenu son rôle, je pense qu'elle est un peu trop à gauche pour beaucoup s'occuper de certaines choses, mais enfin, je pense que vis-à-vis des expatriés, des émigrants, elle est peut-être meilleure que pour les Français directement, les Français de souche, je ne sais pas. Mais enfin, elle a peut-être changé maintenant, elle est peut-être plus proche, elle a l'air d'aimer son mari. Elle est peut-être plus proche de ce qu'il occupe, lui. De cette conception. Et vous m'avez pas dit Valérie Trierweiler. Mais Valérie Trierweiler... Vous auriez écrit un bouquin? Ah non, la pudeur de sa vie privée, mais c'est insupportable. C'est faire du mal à quelqu'un qu'on dit avoir aimé, mais on peut faire... Je sais pas, on peut jamais l'humilier,
Ah non, jamais on ne peut pas se venger d'un homme qu'on a aimé. Cette vengeance, je la trouve basse, je la trouve... non. Et pourtant, il mérite d'être sanctionné, j'allais dire, d'être... aidez-moi à trouver le mot... Oui, il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Et en ce qui concerne votre époux, alors Jean-Marie Le Pen, il est toujours candidat pour les futures élections régionales. Oui, est-ce que vous allez l'accompagner? Je vais l'accompagner le plus possible. D'abord, je suis niçoise de naissance, méditerranéenne, mon père grec de race, et je suis très bien dans le Midi. Et j'aime le soleil. Donc, à chaque fois qu'il pourra me mettre dans ses bagages, j'irai faire l'intendance, mais là-bas. Mais surtout, je suis heureuse parce que l'énergie qu'il déploie dans tout ce qu'il fait et qui passe un peu en ce moment, puisqu'il est moins médiatisé, qui passe dont on ne parle pas beaucoup, il va la développer dans cette campagne. Et ça le rajeunit incroyablement. Dès qu'il est en action, il est tonique, il est vivant, il est plein d'idées, il est chaleureux, il aime les gens du Midi, du Nord et tout. Il aurait pu être un candidat excellent partout, mais comme cette région PACA lui est très chère et qu'il est assez bien vu là-bas, je suis très heureuse qu'il aille dans cette région. Comment il faut voir Jean-Marie Le Pen? Parce que quand on lit l'Express, on dit Jean-Marie Le Pen isolé. Puis quand on regarde le congrès du Front National, on voit un Jean-Marie Le Pen ovationné. Entre les deux, il est isolé ou il est entouré et ovationné? Il est tout à fait les deux. Je pense que moi, je juge ça dans les aéroports, dans les rues, dans les restaurants. Il est par une toute petite fraction. Je ne fais pas ça pour le réhabiliter. Je fais ça parce que vraiment une toute petite partie des gens sont sévères dans leur jugement, leur approche, leur regard. Mais tout le reste, lui, est chaleureux. Dès qu'il sourit à quelqu'un dans l'avion ou qu'il dit bonjour, on voit les gens se précipiter, venir lui faire signer des autographes. Président, on est content, on est content. Et il faut amorcer avec lui le moindre geste de sympathie et les gens se précipitent. Parce que je crois que les gens sentent, et alors dans les publics dont vous parlez, les dîners discours, les dîners débats, les meetings, les gens sont vibrants, parce qu'ils n'ont pas oublié tout ce qui leur a fait vivre d'émotions. C'est un homme qui sait tout dire, et le dire avec les mots les plus, même s'ils sont sophistiqués, les plus vrais, les plus justes, les plus... Moi, je suis en plus très fière parce qu'il n'avait fait pas 3 phrases sans faire une citation latine ou grecque. Alors évidemment, je suis assez bluffée, mais ça, c'est pour les intellectuels. Mais je ne le suis pas. Mais enfin, il est aimé par la foule. Et d'ailleurs, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi emploies-tu des termes aussi savants? Tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Moi, j'ai fait du latin et du grec grâce au ciel, grâce à papa et à maman. Mais comment peuvent-ils comprendre? Mais disons, pas besoin de comprendre. Le peuple a besoin d'être élevé. Il aime qu'on lui parle d'une certaine façon. Il aime être considéré comme un esprit aussi, comme une tête, comme quelqu'un qui peut tout comprendre. Il n'est pas envie d'être materné comme un sang... Comment dire? Un sans-dents. Un sans-dents, quelle horreur. Le mot retraite, il est toujours interdit à la maison? Ah oui. Il m'a dit quand je serai vieux. Oh, tu écris très bien, moi, oui, quand je serai vieux, je finirai. C'est bien ça. Pasteur Blanchard, je ne vous ai pas donné la parole. On a écouté Jeannie Le Pen. C'est la marraine de votre association. Je suppose que, oui, c'est un motif de fierté pour vous. Oui, puis je veux faire court parce que ce que je veux dire sur Jeannie, donc on est passé encore récemment voir nos amis polonais. Tu sais, la photo où tu étais prise avec cette fille, elle est morte. Et Jeannie, elle vient depuis des années. L'ASP existe depuis 10 ans. Elle vient avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas les médias. Et les premières fois, elle venait, on a rencontré la brigade fluviale. Ils étaient bluffés. Ah oui, je la reconnais, je l'ai vue à la télé, mais il n'y a pas... Voilà, elle porte ses sacs. Voilà, bon. Que dire? Avoir des amis comme ça, c'est un grand honneur. Parfait. Et tu repassais porter des cigarettes Oui, oui, parce qu'une anecdote, la première fois qu'ils ont vu Jeannie, ils étaient bluffés. Alors, ils en revenaient pas devant Madame Le Pen. Ils ont demandé des photos dédicacées. Des photos dédicacées, et elle a pris les noms de chacun, et un jour à 3h du matin, les photos dédicacées de Jean-Marie en leur amenant des cigarettes. Voilà, c'est tout, Madame Le Pen. On n'a pas parlé de fraternité française, mais on ne peut pas parler de tout. Eh bien, ce sera l'occasion de revenir une prochaine fois. Eh bien, volontiers. Eh bien, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Madame. Merci. Merci.